a regardé le sol et n'a rien dit. Je suis partie. Je n'ai pas couru, je n'ai pas pleuré et en 47 minutes j'ai annulé tous les comptes financés par la famille. J'ai transféré 17 millions d'euros vers une fondation dont elle ignorait l'existence et j'ai éteint mon téléphone quand je l'ai rallumé. Il y avait 56 appels manqués. Et toute ma famille se tenait devant ma porte mais ils n'étaient pas là pour s'excuser, ils étaient là parce qu'un document juridique qu'ils n'avaient jamais vu venait de faire s'effondrer. 20 ans de planification minutieuse de ma belle-mère, mon père et Bertrand Valois. Si vous avez déjà traversé les banlieues UP à l'ouest de Paris et remarquez l'un de ces parcs de bureaux en verre et en acier qui semblent se multiplier chaque année, il y a de fortes chances que son nom figure sur les permis de construire. L'immobilier commercial, c'était son royaume. 35 ans à acheter des terrains, à construire des édifices et à serrer la main d'hommes qui portaient des montres coûtant plus cher que la plupart des voitures. Il a annoncé sa retraite au printemps de mes 34 ans et toute la ville a agi comme si un ministre démissionnait, mais ce royaume avait des fondations que la plupart des gens n'ont jamais vu. Ma mère Hélène de Saint-Gilles est morte quand j'avais 11 ans, un cancer des ovaires. 8 mois entre le diagnostic et les funérailles et puis elle était partie comme ça, comme si quelqu'un avait soufflé une bougie au milieu du dîner. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas de l'hôpital ou du silence qui a suivi, c'est la table de la cuisine. Ma mère assise en face de moi avec un rouleau de papier calque et un ensemble de crayons à dessin m'apprenant à tracer un plan d'étage. Elle esquissait l'ossature d'un bâtiment, les murs porteurs, les solives, la géométrie cachée qui maintenait tout en place, et elle disait: vois-tu Camille, tout ce qui est beau commence par la structure. Je ne savais pas alors qu'elle était elle aussi architecte. Personne ne m'a dit que ce détail avait été enterré avec tout le reste la concernant. 8 mois après les funérailles, seulement 8 mois, mon père a épousé Béatrice de la Tour. Je me souviens du matin exact où il me l'a dit parce que j'étais assise à cette même table de cuisine en train de dessiner de mémoire le plan de notre maison et il s'est assis en face de moi et a dit: tu vas avoir une nouvelle maman chérie. J'avais 11 ans. Je ne savais pas comment dire je n'en veux pas d'autre, alors je n'ai rien dit. C'était la première fois que je choisissais le silence. Ce ne serait pas la dernière. Laissez-moi vous parler de Béatrice. Béatrice Valois, née de la Tour, était le genre de femme capable d'entrer dans une pièce et de la réorganiser sans déplacer un seul meuble. Elle le faisait par le ton, par le timing, avec ce talent particulier de faire en sorte que chaque suggestion ressemble à une gentillesse et chaque ordre à une question. Elle portait le tweed Chanel comme d'autres femmes portaient le jean avec des contractions constamment, comme s'il apparaissait simplement sur son corps chaque matin. Ses cheveux étaient toujours impeccablement bruchés, toujours d'un blond miel, toujours exactement les mêmes. Je n'ai jamais vu Béatrice Valois paraître dépourvue. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Moins d'un an après le mariage, le plan de table du réveillon de Noël a changé. Je suis passée de la place à côté de mon père à la petite table dans la véranda parce que tu es tellement plus à l'aise loin de la foule, n'est-ce pas Camille? À la 3e année, la carte de vœux familiale mettait en scène Béatrice, mon père, et Chloé, la fille de Béatrice, issue de son premier mariage, née 2 ans après moi. On m'a dit que le photographe avait manqué de temps avant mes photos en solo. À la 5e année, ma chambre est devenue le studio de yoga de Béatrice. Mes affaires ont été emballées et déplacées dans la chambre d'amis. Tu partiras bientôt pour tes études de toute façon, a-t-elle dit. Pas besoin de gaspiller de l'espace. Béatrice présentait Chloé aux gens comme notre fille. Elle me présentait comme la fille de Bertrand d'avant, comme si j'étais un brouillon que mon père avait depuis révisé, et le bracelet Love de Cartier à son poignet en or 18 carats, celui que mon père lui avait offert pour leur 10e anniversaire. J'ai appris plus tard qu'il avait été payé avec l'argent du patrimoine familial, un patrimoine bâti en partie sur l'héritage de ma mère, mais je ne le savais pas, encore pas avant longtemps. Je suis devenue architecte du patrimoine. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je ne vous en veux pas, la plupart des gens l'ignorent, y compris ma famille. Je restaure des bâtiments anciens, pas du genre glamour, pas des pantous à Paris ou des villas à Saint-Tropez. Je travaille sur ce que tout le monde a oublié: une bibliothèque municipale en ruine dans la vallée de la Loire, une ancienne caserne de pompiers du 19e siècle en Normandie, une école avec un toit effondré et 100 ans d'histoire dans ses murs. Je décape la pourriture, je retrouve l'ossature d'origine et je leur redonne vie. C'est minutieux, c'est physique. Certains jours je suis couverte de poussière de plâtre et je rampe dans des greniers, une lampe de poche entre les dents. Je gagne 110 000 euros par an, ce qui est une excellente vie, mais dans le monde des Valois où le contrat de sponsoring Instagram de Chloé valait 200 000 euros pour avoir publié des photos de sac à main, ma carrière était une plaisanterie. Au dernier Noël, lors du dîner de famille auquel j'avais été invitée à contre-cœur, Chloé a annoncé son dernier contrat de marque pendant que Béatrice rayonnait. Quand le tour de table est arrivé à moi, Béatrice a incliné la tête et a dit: et Camille, as-tu enfin trouvé quelque chose de plus stable? Comme si j'avais cherché du travail, comme si l'architecture du patrimoine était une phase, comme une année sabbatique qui durait depuis 10 ans. Mon père a regardé son assiette, il regardait toujours
Son assiette. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans ma vieille Peugeot 3008 de 7 ans, 200 000 km payé. La Porsche Macan de Chloé était garée à côté dans l'allée. Quand je suis parti, elle avait tapoté mon capot en entrant et dit: jolie voiture, c'est très toi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit, c'est ce que j'avais toujours fait, conduire, encaisser et conduire, mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 6 semaines plus tôt, la Société pour la protection des monuments historiques m'avait décerné sa plus haute distinction pour le projet de la bibliothèque de la Loire-Geneux. L'heure est pas dit, j'avais arrêté de proposer de bonnes nouvelles à des gens qui ne savaient que les diminuer ce projet. Pourtant cette bibliothèque allait tout changer, je ne le savais pas encore. 11 mois avant la fête de retraite, j'étais agenouillée sur le sol de mon appartement dans le Marais-Trian. Une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années, c'était la boîte de ma mère, un carton abîmé que j'avais transporté de la maison familiale de Versailles à ma chambre d'étudiante, puis à mon premier appartement, et enfin ici un 3e étage avec des parquets qui grincent et une belle lumière à l'intérieur. Le carnet de notes relié en cuir de ma mère, quelques-uns de ses crayons à dessin, une photographie d'elle se tenant devant une maison à moitié construite avec de la sueur dans les cheveux et le plus grand sourire que j'ai jamais vu, et tout au fond sous une pile de vieilles cartes d'anniversaire, une enveloppe scellée que je n'avais jamais remarquée. Elle était de couleur crème en papier épais sur le devant avec l'écriture de ma mère, cette écriture penchée et confiante que je reconnaîtrais entre mille. Il était écrit: pour Camille, quand elle sera prête. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de son papier à lettres personnelles, et c'est la partie qui m'a coupé le souffle. L'entête indiquait Hélène de Saint-Gilles, cabinet d'architecture et de préservation. Ma mère avait été une architecte diplômée, elle avait son propre cabinet. Personne ne me l'avait jamais dit, ni mon père, ni Béatrice, ni une seule personne en 23 ans. Sous l'entête de cette même écriture penchée: ma fille chérie, il y a des choses sur l'argent de notre famille que tu dois comprendre quand tu seras assez grande. J'ai pris des dispositions pour protéger ce qui t'appartient. Maître Lefebvre a tout trouvé. Le cachet derrière la lettre se trouvait une carte de visite. Maître Thomas Lefebvre, notaire, droit des successions et du patrimoine. Je suis restée assise sur le sol de mon appartement pendant un long moment, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché son nom. Thomas Lefebvre avait 67 ans et exerçait toujours. Son bureau était dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques stations de métro de chez moi. J'ai rédigé un email avec mon nom complet et les mots: ma mère était Hélène de Saint-Gilles-Valois. Elle m'a laissé une lettre, elle m'a dit de vous trouver. Il a répondu en 2 heures. L'objet indiquait: j'attends cet email depuis 23 ans. Mademoiselle Valois. Il a dit qu'il avait un document que je devais voir. Il a dit que cela ne pouvait être discuté qu'en personne, et il a demandé quand je pourrais venir. J'y suis allée le lendemain matin. Mais avant de vous parler de cette réunion, je dois vous faire comprendre quelque chose à propos de mon père. Bertrand Valois n'était pas un méchant, c'est ce qui rendait les choses bien pires. Un méchant, vous pouvez le détester clairement. Mon père était quelque chose de plus compliqué, un homme qui m'aimait mais qui manquait de courage pour le montrer quand cela lui coûtait quoi que ce soit. J'ai un souvenir auquel je reviens plus que tout autre. J'avais 14 ans. Mon père est venu me chercher à l'école un mardi sans raison. Il est apparu et m'a emmené dans l'ouest de la ville où un magnifique vieux bâtiment en pierre était en train d'être démoli. Nous sommes restés assis dans la voiture et avons regardé la boule de démolition se balancer. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a dit: ta mère se serait battue pour sauver ce bâtiment. Ce fut la dernière fois qu'il mentionna son nom. Après cela, Hélène de Saint-Gilles-Valois devint un fantôme dans sa propre maison. Ses photographies disparurent des couloirs, ses livres furent mis en boîte, son nom fut remplacé par celui de Béatrice dans chaque phrase, chaque tradition, chaque toast, et mon père a laissé faire un effacement à la fois parce que les larmes de Béatrice étaient plus bruyantes que mon silence. 3 semaines avant la fête de départ à la retraite, je l'ai appelé: je voulais qu'on se voie pour un café, juste tous les deux. Il a dit oui immédiatement, et pendant une demi-seconde j'ai ressenti quelque chose de chaud et d'inhabituel, puis mon téléphone a sonné. 10 minutes plus tard, la voix de Béatrice: l'emploi du temps de ton père est très chargé en ce moment, Camille, peut-être après la fête. Une semaine plus tard, l'invitation est arrivée: papier de luxe, lettrage à la feuille d'or, célébrant 35 ans d'excellence, Bertrand Valois, organisé par Béatrice Valois et Chloé Valois. Mon nom était imprimé sous la forme Camille Valois de la Tour, le nom de jeune fille de Béatrice rattaché au mien comme une marque. J'ai décidé que j'irais, mais d'abord je verrais Maître Lefebvre. 3 semaines avant la fête, Béatrice a commencé à construire sa scène. J'ai remarqué le premier mouvement. Un lundi, j'avais envoyé un message sur le groupe familial, quelque chose de simple, demandant à quelle heure nous étions attendus sur les lieux, et le message est resté là, délivré mais sans réponse. Pendant 3 jours, le jeudi, j'ai ouvert l'application et j'ai réalisé que le fil était mort. Aucun nouveau message, aucune activité. J'ai envoyé un message à Chloé séparément: est-ce que le chat familial est en panne? Elle a répondu 4 heures plus tard: oh maman, on a créé un nouveau, ça a dû être un bug. Il n'y avait pas de bug, il n'y a jamais de bug avec Béatrice. J'ai appelé la coordinatrice de l'événement à l'hôtel Ritz, une femme nommée Janelle qui gérait la logistique de la fête. J'ai donné mon nom et j'ai dit que je voulais confirmer ma présence. Il y eut une longue pause, puis: je suis désolée,
Je n'ai pas de Valois Camille sur la liste des invités. Pourriez-vous être accompagné par quelqu'un d'autre? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, pas de la surprise mais de la reconnaissance. J'avais déjà vu ce schéma auparavant, la précision mécanique est lente d'être effacée mais cette fois-là. Machine tournait plus vite, j'ai appelé Béatrice directement, elle a décroché à la deuxième sonnerie, elle le faisait toujours parce que Béatrice ne voulait jamais donner l'impression qu'elle vous évitait. Camille, quelle surprise, je n'étais pas sûre que tu viendrais étant donné la situation est là. Laisser planer un silence, un point de suspension chargé impliquant une condition honteuse que je devrais déjà connaître, puis elle a ajouté mais s'il te plaît ne porte pas une de tes tenues de travail, c'est une soirée de gala, j'ai dit que je serais là, elle a dit qu'elle demanderait à quelqu'un d'ajouter mon nom ce soir-là. J'ai vérifié la carte American Express Platinum que mon père avait ouverte pour moi à mes 18 ans, une carte familiale liée au patrimoine pour les urgences, elle était toujours active et pour la première fois j'ai regardé la structure du compte et j'ai réalisé que chaque carte, chaque abonnement au club de golf, chaque assurance de la famille Valois était liée au même patrimoine, à la même réserve d'argent et je commençais à comprendre à qui appartenait réellement cet argent. 2 semaines avant la fête, je me suis rendue à Versailles pour offrir son cadeau de retraite à mon père en avance. Je voulais le voir sans le bruit, sans la mise en scène, juste la fille et le père. J'avais passé 3 mois à le restaurer, un rendu architectural original de la première propriété commerciale que mon père avait achetée en 1989. J'avais retrouvé le plan original aux archives départementales, stabilisé le papier et l'avait encadré dans du noyer de récupération. C'était, je pensais, le genre de cadeau qui disait je vois qui tu étais avant tout cela. Mon père l'a ouvert dans le salon, ses yeux se sont adoucis, ses doigts ont effleuré le verre pendant un instant. Il était ailleurs quelque part avant Béatrice, avant les invitations à la feuille d'or et le tweed Chanel. Camille, a-t-il commencé? Béatrice est apparue dans l'embrasure de la porte, elle a jeté un coup d'œil au rendu encadré comme on regarderait un dessin d'enfant sur un frigo. C'est gentil, Camille, mais nous avons déjà les murs pleins. Chloé a commandé un portrait de ton père, une huile sur toile par un véritable artiste. Mon père a posé mon cadeau sur une table basse, il ne s'est pas battu, il ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit qui m'appartenait. Béatrice l'a guidé vers la cuisine. Je suis restée seule dans le salon et j'ai regardé au-dessus de la cheminée. Au-dessus du manteau était accroché le portrait que Chloé avait commandé, huile sur toile, cadre doré. Il montrait mon père assis dans un fauteuil en cuir, Béatrice debout derrière lui, une main sur son épaule, Chloé à ses côtés. Souriante, la composition était complète, il n'y avait pas d'espace vide, pas de place pour quelqu'un d'autre. Je m'apprêtais à partir quand j'ai entendu la voix de Béatrice derrière la porte de la cuisine, basse et rapide. Elle va faire une scène à la fête. Bertrand, tu sais comment elle est, elle va reparler de sa mère et tout gâcher. Peut-être devrions-nous prévenir la sécurité? La réponse de mon père était à peine audible, c'est ma fille Béatrice, et la réponse de Béatrice fut parfaitement claire, exactement, et les filles devraient connaître leur place. Je suis sortie par la porte d'entrée maison. Passant devant le bureau de Béatrice, je l'ai vu sur son bureau, un dossier avec le logo d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas et les mots projet d'amendement du patrimoine imprimés sur l'onglet. Je ne me suis pas arrêtée, je ne l'ai pas ouvert mais je l'ai vu et je m'en suis souvenu. Chloé m'a appelé le samedi suivant, non pas pour prendre des nouvelles. Chloé n'appelait jamais pour prendre des nouvelles mais parce qu'elle avait besoin d'un second avis sur sa tenue pour la fête. J'ai dit oui parce qu'à 34 ans je disais encore oui à des gens qui ne me demandaient jamais comment j'allais. Nous nous sommes retrouvés au Bon Marché rue de Sèvres, le genre d'endroit où l'air lui-même s'enchère et où les vendeuses se souviennent de votre nom si vous dépensez suffisamment. Elle se souvenait de celui de Chloé, elle a essayé cette robe en 90 minutes, une Oscar de la Renta en soie ivoire, une Valentino rouge profond, une marcheuse à perler qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Chacune était apportée sur un cintre en velours par une conseillère nommée Claire qui l'appelait Mademoiselle Valois et la traitait comme une petite princesse. Le total oscillait au-dessus de 12 000 €. Chloé n'a pas scié, elle a tendu une carte noire liée comme tout le reste au patrimoine familial et Claire l'a emportée avec un sourire quand je me suis approchée du comptoir pour payer une paire de chaussures noires simples à 200 € sur mon propre compte. Claire a regardé ma carte puis moi et a dit « Et vous êtes Chloé ?» A ri pas cruellement, exactement pire, avec distraction, comme si la réponse était évidente. C'est ma demi-sœur, elle restaure des vieux bâtiments, genre physiquement avec ses mains, la façon dont elle a dit avec ses mains, comme si le travail manuel était un petit passe-temps pittoresque, comme si les ampoules et la poussière de plâtre et les poutres centenaires que j'avais sauvées de l'effondrement étaient d'une certaine manière moins réelles qu'une robe à 12 000 € facturée sur l'argent de quelqu'un d'autre sur le chemin du retour. Chloé a délivré le message que j'attendais. Camille, maman pense que tu ne devrais pas faire de discours à la fête, c'est mieux si tu te contentes d'être présente. Tu sais, papa n'aime pas être émotif en public. Je n'ai pas répondu, j'ai juste conduit, c'est ce que j'avais toujours fait, conduire et encaisser les sacs de chez Jimmy Choo de Chloé bruissait doucement sur le siège arrière. Mon unique sac de chez une enseigne plus modeste était posé au sol, coincé entre mes pieds, à un feu rouge, comme quelque chose qui essaie de ne pas prendre trop de place. Une semaine avant la fête, j'ai déjeuné
avec une femme nommée Hélène. Hélène avait été la meilleure amie de ma mère, l'une des rares personnes dans ma vie qui prononçait encore le nom de Catherine naturellement comme si elle était une personne réelle et non une note de bas de page. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot français du 16e arrondissement, le même où ma mère m'emmenait pour le brunch du dimanche quand j'étais petite. Nappe blanche, casserole en cuivre au mur, un serveur qui se souvenait encore que Catherine commandait le croque madame. À chaque fois j'ai commandé la même chose. Hélène était plus silencieuse que d'habitude, elle n'arrêtait pas de réorganiser ses couverts. Finalement, au milieu de son deuxième verre de Sancerre, elle l'a dit: Camille, est-il vrai que tu as été licenciée? J'ai posé ma fourchette. Qui t'a dit ça? Béatrice, au déjeuner du club de jardinage la semaine dernière, elle a dit que tu avais des difficultés, pas de revenus stables, que tu dépendais de ton père. Elle a dit. Hélène a marqué une pause, visiblement mal à l'aise. Elle a dit que tu avais des troubles mentaux, que tu repoussais tout le monde, que la famille essayait de t'aider mais que tu refusais. Elle t'a appelé, et je suis désolée de dire ça. La fille glaciale. Je suis restée très immobile. Je n'avais pas été licenciée, je n'avais jamais dépendu de mon père pour un seul euro depuis le jour où j'étais partie à l'université, et ma santé mentale, bien que certainement mise à l'épreuve par 23 ans de Béatrice Valois, n'était pas un sujet que j'avais déjà abordé avec quiconque dans ce club de jardinage. Béatrice construisait une histoire, elle la semait dans tous les cercles qui comptaient: le club de jardinage, les conseils d'administration caritatifs, les épouses du country club, pour que le moment venu tout le monde croit déjà au récit. Camille Valois est instable, non invitée et indésirable de cette façon. Quand elle serait expulsée de la fête, personne ne se poserait de questions. Il hocherait la tête et chuchoterait: la pauvre, ce n'était qu'une question de temps. Hélène a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je ne l'ai pas cru. Camille, ta mère était la femme la plus forte que je connaissais, et tu es sa fille. J'ai serré la main d'Hélène et quelque chose en moi qui s'était plié pendant très longtemps a finalement cessé de se plier et a commencé à se redresser. La veille de la fête, je me suis assise seule dans mon appartement. C'était calme comme Paris peut l'être tard un vendredi. Des sirènes lointaines, un chien qui aboie à 3 immeubles de là, le faible ronronnement du radiateur qui aurait dû être réparé depuis novembre. J'étais assise dans le fauteuil que j'avais trouvé dans une brocante et passé 4 week-end à restaurer, une tasse de camomille refroidissant sur la table basse, et j'ai regardé la photo de ma mère au mur. Hélène de Saint-Gilles, 31 ans, debout sur un chantier avec de la sueur sur ses bottes et un plan roulé sous le bras, riant de quelque chose hors champ. Vivante, j'ai pensé à ne pas y aller. Je pourrais rester ici dans mon appartement, dans mon calme, dans ma vie soigneusement construite, et les laisser avoir leurs fêtes et leurs portraits et leurs récits. Je pourrais encaisser celle-là aussi, j'étais douée pour encaisser. Mais ensuite j'ai regardé sa lettre épinglée au tableau de liège au-dessus de mon bureau. Trouvez-le, je l'avais trouvé. Je connaissais la vérité maintenant sur le patrimoine, sur ces 17 millions, sur les dispositions que ma mère avait inscrites dans la loi avant que le cancer ne l'emporte. J'avais les documents, j'avais l'autorité, j'avais Maître Lefebvre prêt à intervenir. Je n'avais rien utilisé parce que je voulais donner une dernière chance à mon père. Si Bertrand Valois se tenait à mes côtés à cette fête, s'il me présentait à ses collègues et s'il disait mon nom comme un père le devrait, je remettrais les documents dans le tiroir et n'en parlerais jamais. Je lui offrais le test le plus facile au monde: choisis ta fille juste une fois. J'ai préparé ma robe bleu nuit, lignes épurées, coupe impeccable, rien de tapas, accent grave, l'œil, rien qui ne mendiait l'attention. J'ai ouvert ma boîte à bijoux et j'ai sorti les boucles d'oreilles en perles de ma mère, la seule chose lui appartenant que Béatrice n'avait pas réussi à réclamer. Je les ai tenues dans ma paume et j'ai senti leur poids fraîche, lisse, incroyablement stable. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Lefebvre. Si j'ai besoin de vous demain, ai-je dit, pouvez-vous exécuter dans l'heure? Sa voix était calme, précise, tranquille. Tout est prêt depuis 23 ans, mademoiselle Valois. J'ai réglé mon réveil pour 7 heures. J'ai accroché la robe au dos de ma porte et j'ai dormi profondément, clairement, de la façon dont on dort quand on a enfin cessé d'espérer et qu'on a commencé à décider. Le Ritz, un samedi soir d'octobre, est le genre d'endroit qui vous fait vous sentir mal habillé même si vous portez vos plus beaux vêtements, des lustres en cristal de la taille de petites voitures, des sols en marbre italien polis comme un miroir, un personnel en tenue de gala portant des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne qui accrochaient la lumière comme de l'or liquide. La grande salle de bal avait été transformée, des tables rondes drapées de lin belge blanc, des centres de table d'hortensia blanc et de rose or pâle, un quartet de jazz dans un coin jouant avec cette précision sans effort que l'argent achète 200 invités, partenaires commerciaux, amis de golf, notables parisiens, des gens dont les noms de famille apparaissaient sur les ailes des hôpitaux et les fondations universitaires circulaient, murmuraient et trinquaient sous une bannière qui indiquait santé à Bertrand Valois, 35 ans de construction de patrimoine. J'ai donné mon nom à la table de réception. La jeune femme a vérifié sa liste, a fait défiler, a vérifié à nouveau son sourire affaibli. Valois, Camille, je suis désolée, je ne vois pas. Oh, attendez, ici. Elle a pointé avec son stylo. Vous avez été ajouté hier 200 invités confirmés des mois à l'avance, et j'avais été ajouté hier, glissé dans la marge comme une coquille que quelqu'un avait remarqué au dernier moment. Merci, ai-je dit, et je suis entrée. Cela m'a frappé par vagues, les chuchotements, pas d'écrit, pas des
Accusation des murmures. Le genre qui traverse une heure de cocktail comme un courant d'air sous une porte. Un groupe de femmes près du bar coupe à la main jetant des regards dans ma direction. C'est la fille glaciale. Un homme en costume rayé se penchant vers sa femme. J'ai entendu dire qu'elle ne travaillait plus depuis des mois. Une autre voix à moitié cachée derrière un arrangement d'Hortensia. Elle ne peut rien faire de bien. Béatrice dit qu'elle se contente de venir et de faire des scènes. Les graines de Béatrice fleurissaient exactement comme prévu. J'ai gardé le dos droit. J'ai continué à marcher. J'ai cherché mon père du regard et je l'ai trouvé près de la petite estrade au bout de la salle de bal, debout entre Béatrice et Chloé, souriant pour un photographe qui les disposait en portrait de famille. Bertrand, Béatrice, Chloé, 3 personnes parfaitement composées, parfaitement éclairées. Le photographe a pris ses clichés. Personne ne m'a cherché, personne n'a appelé mon nom et du coin de l'œil j'ai remarqué 2 hommes en costume sombre postés près de l'entrée de la salle. Oreillette de sécurité. L'un d'eux a regardé Béatrice puis moi et a changé de position. Ils me surveillaient. On leur avait dit de me surveiller. Je me suis frayé un chemin à travers la salle. C'est une chose étrange que de marcher à travers une foule qui a été préparée à vous voir comme un problème. Chaque sourire semblait être un recul, chaque épaule détournée semblait délibérée. Je suis passé devant une table d'anciens partenaires commerciaux de mon père, des hommes que je connaissais depuis l'enfance et pas un seul n'a dit bonjour. Le récit de Béatrice avait fait son œuvre. Je n'étais plus la fille aînée de Bertrand Valois, j'étais le conte édifiant dont ils avaient été briefés. J'ai atteint le petit cercle autour de mon père. Bertrand m'a vu le premier. Son visage a fait quelque chose de compliqué, un éclair de chaleur rapidement suivi par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a ouvert la bouche mais avant que les mots n'arrivent, la main de Béatrice était sur son épaule, ses doigts pressant le tissu de son smoking comme une laisse tirée fermement. Camille, a-t-il réussi à dire content que tu aies pu venir? 5 mots, les 5 mêmes mots que vous diriez à un collègue que vous reconnaissez à peine. Béatrice s'est tournée vers moi. Elle était radieuse, robe en soie crème, diamants étincelants sous les projecteurs. Cette voix de velours qu'elle utilisait quand elle était sur le point de frapper Camille. Quelle surprise, je n'étais pas sûre que tu viendrais étant donné la situation. Elle a laissé planer le silence, ses yeux balayant le groupe comme pour les inviter à remplir le vide avec n'importe quelle rumeur dont ils avaient déjà été nourris. Puis plus doucement, presque tendrement, eh bien ne ramène pas tout à toi, d'accord? Ce soir c'est une question de famille. Famille, le mot a atterri comme une gifle. Chloé est apparue au coude de Béatrice arrivant de nulle part. Un nouveau collier Tiffany à sa clavicule, 8 000 € de platine et de diamants captant la lumière du lustre. Elle a regardé ma robe avec ce genre spécifique de sourire qui est en fait un inventaire. Camille, j'adore ta robe, c'est celle de la saison dernière. J'ai laissé passer, je n'étais pas venue pour Chloé. J'ai regardé mon père. Papa, est-ce que je peux te parler un moment en privé? Les yeux de Bertrand se sont déplacés vers moi. J'ai vu l'instinct, l'éclair du oui. Son corps s'est incliné d'un demi-centimètre dans ma direction puis la main de Béatrice s'est resserrée sur son bras. Bertrand, les invités nous attendent. Tu pourras parler à Camille plus tard. Sa voix était de la soie sur de l'acier. Mon père s'est redressé, à regarder Béatrice, m'a regardé puis il s'est détourné et a marché vers les invités. Béatrice le guidant comme un gouvernail. Je suis restée seule au milieu de 200 personnes. Une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas est passée, à marquer une pause et a dit à son compagnon pas assez discrètement. La pauvre Béatrice m'a dit qu'elle avait des difficultés. Quel dommage, sa mère était merveilleuse. Sa mère était merveilleuse, oui elle l'était, et elle m'a laissé plus que quiconque dans cette pièce ne comprenait. Je dois vous ramener maintenant 3 semaines avant cette fête, à un mardi après-midi dans le 8e arrondissement. Le bureau de Maître Lefebvre était au 14e étage d'un immeuble haussmannien. L'ascenseur était lent, le couloir était sombre et la porte était en chêne massif avec une plaque en laiton qui n'avait pas été mise à jour depuis les années 90. À l'intérieur, cela ressemblait exactement à ce que l'on imagine du bureau d'un notaire qui pratique depuis 40 ans. Des étagères du sol au plafond, des volumes de droit, des successions reliées en cuir, un bureau en acajou enfoui sous des dossiers soigneusement empilés, et sur le mur derrière son fauteuil une photographie encadrée de ma mère plus jeune que je ne l'avais jamais vue, debout devant un bâtiment avec un casque de chantier et un sourire. Lefebvre avait 67 ans, cheveux argenté, délibéré. Il parlait comme les avocats prudents parlent, chaque phrase pesée avant d'être libéré. Votre mère m'a sollicité en 2003, a-t-il dit lorsqu'elle a appris son cancer. Pour la première fois, elle voulait s'assurer que ses actifs, spécifiquement l'héritage qu'elle avait apporté au mariage de la famille de Saint-Gilles, seraient protégés pour vous. Il a placé un document sur le bureau entre nous, 40 pages reliées de cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue sur la dernière page, l'acte de fiducie de 2004. Il me l'a expliqué en français simple parce que ma mère le lui avait demandé 23 ans à l'avance. Hélène de Saint-Gilles était entrée dans le mariage avec 17 millions d'euros de patrimoine familial hérité. Cet argent a été placé dans le patrimoine familial valois, mais avec une distinction juridique critique. Il a été désigné comme fonds
Séparé, cloisonné, juridiquement distinct du reste des actifs même s'ils se trouvaient sur le même compte. Votre mère a signé un amendement en 2006 à continuer Lefebvre en faisant glisser un deuxième document 6 mois avant son décès. Il vous désigne Camille-Hélène Valois comme l'unique bénéficiaire des fonds séparés prenant effet à votre 30e anniversaire. Aucune co-signature requise, aucune approbation du syndic nécessaire. J'ai fixé la page l'écriture de ma mère dans la marge pour ma fille. Est-ce que mon père est au courant? Ai-je demandé. Lefebvre a marqué une pause, le genre de pause qui vous donne la réponse avant les mots. Votre père était présent lorsque le patrimoine original a été établi. Il a toujours su l'air à quitter la pièce et Béatrice, l'actuelle Madame Valois, n'a jamais été informée. L'accord n'a jamais été partagé avec elle. Elle semble croire que l'intégralité des 42 millions d'euros du patrimoine appartient à la famille en général. Il a joint les mains. Elle a contacté mon cabinet et la gestionnaire fiduciaire, une femme nommée Rebecca Stone, demandant l'accès aux dispositions du patrimoine. Mademoiselle Stone a correctement refusé 17 millions d'euros. Ma mère avait construit un mur autour d'eux avec du papier, de l'encre et de la prévoyance et il avait tenu pendant 23 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je dit lentement. Si je retire les fonds, les 25 millions restants ne couvriront pas les prêts que votre belle-mère a autorisés. En utilisant la totalité des 42 millions comme garantie, la banque émettra un appel de marge. Je suis restée assise avec cela pendant un long moment. Je ne vais pas signer aujourd'hui, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Donnez-moi jusqu'après la fête, je veux voir si mon père me choisit. Lefebvre a regardé la photo de ma mère au mur puis m'a regardé. Votre mère, a-t-il dit. Comprendrait. Je suis sortie de son bureau avec une copie des 2 documents dans un dossier et quelque chose que je n'avais pas porté depuis des années. Un choix maintenant. Vous savez ce que je savais quand je me tenais dans cette salle de bal. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Les discours ont commencé à 20h30. Béatrice a pris le micro, la première. Bien sûr, elle se tenait sur la petite estrade dans sa robe en soie crème diamant étincelant sous les projecteurs et a prononcé un discours qui était à tout point de vue impeccable. Elle a remercié les invités, a fait l'éloge des 35 ans de travail de Bertrand, a appelé Chloé sur scène pour une étreinte qui a suscité un haut collectif de 200 gorges. Elle a parlé de famille, de loyauté, des gens qui font vraiment d'une maison un foyer. Elle n'a pas dit mon nom, elle ne m'a pas regardé. Le nom de Catherine n'a pas été mentionné une seule fois. Quand les applaudissements ont cessé, je me suis levée. Je n'allais pas faire de discours, je voulais juste marcher vers l'avant, donner son cadeau à mon père, une petite boîte en velours contenant une boussole en laiton que j'avais minutieusement restaurée, la même que ma mère lui avait offerte quand ils étaient jeunes et amoureux, gravée de ses initiales HS, et dire quelque chose de calme, de privé, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. J'étais à 10 pas de l'estrade quand Béatrice m'a vue venir. Son expression n'a pas changé, c'est la chose dont je me souviens le plus. À quel point elle était contrôlée. Elle s'est penchée vers le micro et d'une voix aussi claire et calme qu'une cloche de dîner, elle a dit la sécurité. La salle a murmuré, les têtes se sont tournées, puis elle l'a dit chaque mot précis, chaque syllabe conçue pour porter. S'il vous plaît, faites sortir cette femme. Elle n'était pas invitée et elle cause une perturbation. 200 personnes se sont tues. Le quartet de jazz s'est arrêté, même le barman a fait une pause en servant les verres. Chaque paire d'yeux dans cette pièce s'est tournée vers moi seule dans l'allée centrale, tenant une petite boîte en velours portant les perles de ma mère. J'ai regardé mon père. Bertrand Valois était à 3 pas du micro, à 3 pas de sa femme, à 3 pas de sa fille. Il a regardé Béatrice, il m'a regardé puis il a baissé les yeux vers le sol. Il n'a rien dit. Les 2 agents de sécurité se sont matérialisés de chaque côté de moi. Celui de gauche a parlé doucement. Madame, on nous a demandé de vous escorter vers la sortie. La salle regardait, certains détournaient les yeux, d'autres non. Chloé, près de l'estrade, tenait son téléphone levée. Elle filmait. J'ai réalisé qu'elle filmait sa sœur en train d'être expulsée de la fête de retraite de leur père. J'ai posé la boîte en velours sur la table la plus proche. Je ne l'ai pas jetée, je ne l'ai pas claquée, je l'ai posée délicatement comme on pose quelque chose qu'on aime et qu'on laisse derrière soi. Puis j'ai regardé mon père une dernière fois et j'ai dit pas fort, pas avec colère, juste assez clairement pour que les gens à proximité entendent: je suis venue pour toi papa, pas pour elle, mais je vois ton choix. Je me suis retournée, j'ai marché vers la sortie, le dos droit, les yeux secs, les perles de ma mère captant les derniers reflets du lustre. Alors que je franchissais les doubles portes et entrais dans le hall derrière moi, j'ai entendu la voix de Béatrice revenir au micro: je suis vraiment désolée pour cela. Tout le monde maintenant, où en étions-nous? Le quartet de jazz a repris avant que les portes ne se referment derrière moi. L'air d'octobre m'a frappé comme de l'eau froide. Je me suis tenue sur les marches du Ritz, des marches en marbre lisse et pâle sous les réverbères, et j'ai écouté la musique étouffée filtrant à travers les murs derrière moi du colporteur des rires. Le cliquetis des coupes de champagne, un monde continuant sans interruption, comme si une femme ne venait pas d'être expulsée de la célébration de son propre père par 2 hommes avec des oreillettes. Je me suis assise sur la marche du haut. La pierre était froide à travers le tissu de ma robe. Je pouvais voir mon souffle dans l'air. À l'intérieur, la salle de bal brillait chaude et dorée à travers les fenêtres du sol au plafond. À l'extérieur, la lumière était d'un blanc bleuté et mince, le genre de lumière qui rend tout honnête. J'ai regardé mon reflet sur l'écran de mon téléphone. Les boucles
D'oreilles en perles de ma mère, mon propre visage composé stable, mais en dessous quelque chose se fissurait le long d'une ligne de faille qui était là depuis mes 11 ans. Je me suis accordé 60 secondes pour tout ressentir, l'humiliation, le silence, là où la voix de mon père aurait dû être la certitude que 200 personnes m'avaient vu être effacées puis étaient retournées à leur champagne. 60 secondes pour chaque mot avalé, chaque Noël à la petite table, chaque fois que j'étais rentrée chez moi en me disant que cela n'avait pas d'importance, puis je me suis levée. Parce que ma mère ne m'a pas élevée pour rester assise sur les marches des autres, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Rebecca Stone. Elle a décroché à la première sonnerie. Je l'avais prévenue que cet appel pourrait arriver ce soir. Rebecca, c'est Camille Valois, je suis prête à procéder au transfert des fonds séparés ce soir. Sa voix était stable, professionnelle, sans surprise. J'aurai besoin de votre signature numérique et du code d'autorisation de Maître Lefebvre. Je peux exécuter dans les 45 minutes suivant la réception des deux. Vous les aurez dans 10 minutes. J'ai raccroché là. Musique de la salle de bal résonnait derrière les portes vitrées. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai appris ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle ensuite par Hélène, qui est restée jusqu'à la fin et s'est souvenue de tout. Béatrice est revenue au micro comme si de rien n'était. Elle a lissé son discours comme elle lissait tout, d'une main légère et d'une volonté de faire. La famille est une question de loyauté, a-t-elle dit à la salle, sa voix chaude et certaine. Et ce soir nous célébrons un homme qui a tout construit à partir de rien, comme si 17 millions de l'héritage d'Hélène de Saint-Gilles n'était rien, comme si la fondation sous la fondation n'existait pas. La salle a applaudi, le champagne a coulé. Chloé a publié sa story Instagram depuis la scène, un gros plan d'elle et Béatrice joue contre joue avec la légende. La famille d'abord, aucune mention de la sœur qui avait été escortée dehors 5 minutes plus tôt. Hélène m'a dit que quelques invités s'étaient agités inconfortablement sur leur siège après mon départ. Une femme à la table 6 s'est penchée vers son mari et a chuchoté: ce n'était pas bien. Un juge à la retraite nommé Harold Forestier a posé sa flûte de champagne et ne l'a plus reprise, mais personne n'a parlé, personne ne s'est levé. C'est le truc avec les pièces remplies de gens polis. La politesse n'est qu'un autre mot pour complicité quand quelqu'un est traîné dehors devant vous. Bertrand était assis à la table d'honneur, il n'a pas mangé, il n'a pas parlé pendant le toast de son partenaire commercial. Hélène a dit qu'il n'arrêtait pas de regarder la boîte en velours que j'avais laissée derrière moi posée sur une table près de l'allée, intacte comme un petit monument à quelque chose de brisé. Il ne l'a pas ouverte. Béatrice s'est penchée vers un homme qu'Hélène a reconnu comme l'un des partenaires immobiliers de Bertrand et a dit doucement: mais pas assez. Camille a toujours été difficile. Catherine l'a gâté, mais nous avons fait de notre mieux. Le récit a tenu, la salle a cru, la fête a continué, et pendant qu'ils dansaient et buvaient et se disait que tout allait bien, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'hôtel, sur le point d'appuyer sur un bouton qui allait tout changer. Mon ordinateur portable était déjà dans la voiture. Je l'avais apporté ce soir-là comme un chirurgien apporte un scalpel espérant ne pas avoir à l'utiliser. Prête si elle le devait, je l'ai ouvert sur le siège passager. L'écran a éclairé l'intérieur de ma Peugeot d'une lumière bleu pâle tandis que le parking du Ritz s'étendait sombre et calme autour de moi. À l'intérieur du bâtiment, 200 personnes dansaient. Ici il n'y avait que moi et un point d'accès Wi-Fi et 23 ans de silence atteignant enfin leurs limites. J'ai composé une conférence téléphonique. Maître Lefebvre a décroché le premier, puis Rebecca Stone. Code d'autorisation, a dit Lefebvre. Il l'a lu, 12 caractères alphanumériques calmes et précis comme s'il lisait un bulletin météo. Ceci autorise le transfert des fonds séparés du patrimoine familial Valois vers le patrimoine irrévocable Camille Valois selon l'accord de 2004 et l'amendement de 2006. Rebecca a confirmé la réception. Mademoiselle Valois, j'aurai besoin de votre signature numérique sur le document que je vous envoie maintenant. Mon téléphone a vibré, j'ai ouvert l'email, j'ai lu chaque ligne parce que ma mère m'avait appris que tout ce qui est beau commence par la structure et j'ai signé. Traitement en cours, a dit Rebecca. Achèvement estimé dans 45 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai fait le reste. 3 cartes American Express Platinum. Béatrice et Chloé étaient des utilisatrices autorisées sur des comptes liés à la garantie du patrimoine, l'adhésion au club de golf, les assurances, tout était rattaché à la même réserve de fonds qui était sur le point de diminuer de 17 millions d'euros lorsque le solde du patrimoine tomberait en dessous du seuil de garantie. Le système automatisé de la banque gèlerait chaque compte lié. Je n'annulais rien par dépit, je regardais l'arithmétique faire ce que l'arithmétique fait. À 21h47, Rebecca rappelé transfert terminé. 17 42 316 euros et 78 centimes. Les fonds sont dans votre patrimoine. Mademoiselle Valois, j'ai fermé mon ordinateur. Je suis restée assise dans le noir un instant et j'ai écouté ma propre respiration, puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai démarré le moteur et je suis rentrée chez moi dans le Marais. Quand j'ai rallumé mon téléphone 40 minutes plus tard, il y avait 12 appels manqués au moment où je l'ai posé sur le comptoir de ma cuisine. Le nombre était de 29 au moment où j'ai fini de préparer mon thé.
Il était de 56 appels. Il ne m'avait pas appelé 56 fois au cours des 23 dernières années combinées. Voici à quoi ressemblent 56 appels de l'autre côté à 21h52, 5 minutes après que le transfert a été validé. Chloé a essayé de payer une tournée de verre pour ses amis au bar de la salle de bal. Sa carte a été refusée. Elle a ri embarrassée et a sorti une deuxième carte refusée, une troisième refusée. Le sourire du barman s'est figé. Les joues de Chloé sont devenues rouges à 21h58. Le téléphone de Béatrice a vibré avec une notification du cabinet fiduciaire. Le genre de notification qui arrive en caractères gras avec le mot urgent dans l'objet. Action requise, mouvement d'actifs significatif dans le patrimoine familial Valois. Veuillez contacter immédiatement votre gestionnaire de compte. Béatrice s'est éloignée de la piste de danse. Elle a appelé Rebecca Stone directement. Rebecca, professionnelle neutre liée par le protocole fiduciaire, a déclaré qu'un bénéficiaire avait exercé son droit de retrait des fonds séparés en vertu de l'accord original. Je ne suis pas autorisée à divulguer plus de détails par téléphone. Hélène m'a dit plus tard qu'elle avait vu le visage de Béatrice se vider de ses couleurs en temps réel. C'était comme regarder un écran s'éteindre. D'abord le sourire, puis le calme, puis la certitude. Tout cela disparut en l'espace d'un seul appel téléphonique. Béatrice s'est dirigée droit vers Bertrand, lui a saisi le bras et l'a entraîné dans un coin tranquille près du vestiaire. Qu'as-tu fait? A-t-elle sifflé. Bertrand l'a regardé. De quoi parles-tu? Béatrice a consulté le portail du patrimoine sur son téléphone. Ses doigts tremblaient. Le solde du compte qui, le matin même, indiquait 42 millions d'euros affichait désormais 24 957 683 € et 22 centimes. Et dans le journal des transactions, une ligne retrait de fonds séparés. Bénéficiaire Camille H. Valois. Le visage de Bertrand est devenu gris. La coupe de champagne de Béatrice était toujours dans sa main. Elle ne l'avait pas posée depuis le discours. Ses doigts tremblaient autour du pied du verre et pour la première fois en 23 ans, la femme qui contrôlait chaque pièce où elle entrait semblait avoir perdu le sol sous ses pieds. Cette petite, elle s'est reprise à baisser la voix. Elle ne peut pas faire ça. Bertrand, appelle-la maintenant. Il a appelé, je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore et encore. J'étais déjà chez moi quand les appels ont commencé à s'accumuler. Mon appartement dans le Marais est au troisième étage d'un immeuble ancien, moulure d'origine, parquet de guingois, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes et une bouilloire. Je l'ai choisi parce que les plafonds font 3 mètres de haut et que les fenêtres font face à l'est et chaque matin la lumière entre comme si elle avait été filtrée par du miel. J'ai restauré les étagères intégrées moi-même du sol au plafond en chêne blanc et je les ai remplies de livres d'architecture, de romans et de quelques objets qui n'ont pas de catégorie mais qui me semblaient justes. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je l'ai laissé vibrer. Les messages sont arrivés par vagues. Chloé d'abord frénétique. Camille, qu'as-tu fait? Puis Béatrice, plus de velours, plus de mesures, tu n'as aucun droit, c'est l'argent de la famille. Puis Chloé à nouveau, mes cartes ne marchent pas. Camille, ce n'est pas drôle. Puis Bertrand, le plus simple et celui qui a fait le plus mal. Camille, s'il te plaît, appelle-moi, nous devons parler. Puis Béatrice tranchante comme du verre brisé, j'appelle notre avocat, tu vas le regretter. J'ai regardé l'écran s'éclairer et s'éteindre comme un moniteur cardiaque pour une famille en arrêt cardiaque. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait couler un bain. J'ai enlevé la robe bleu nuit et je l'ai suspendue soigneusement au dos de la porte de la salle de bain. J'ai détaché les boucles d'oreilles en perles de ma mère et je les ai posées sur le meuble vasque. Je suis entrée dans l'eau chaude et j'y suis restée jusqu'à ce que ma respiration ralentisse et que la vapeur adoucisse les bords de tout. Quand je suis sortie, j'ai mis un pull, j'ai préparé un thé à la camomille. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé la photo de ma mère au mur. Hélène de Saint-Gilles riant sur un chantier, couverte de sueur, complètement vivante. J'ai fait ce que tu m'as demandé, maman, ai-je dit à la pièce vide. Je l'ai trouvé et j'ai trouvé ce que tu m'avais laissé. Le téléphone avait cessé de sonner. 56 appels au total. J'ai vérifié l'heure, 23h08 puis l'interphone a sonné. J'ai regardé l'écran de l'interphone. Ils étaient là tous les 3 debout sur le perron de mon immeuble à 23h15 un samedi soir d'octobre. Bertrand dans son smoking, cravate desserrée, visage de la couleur du béton mouillé. Béatrice toujours dans sa robe en soie crème, mascara coulant sur ses 2 joues en sombre rivière, serrant son sac Hermès comme une bouée de sauvetage. Et Chloé un demi-pas derrière, serrant son téléphone contre sa poitrine à 2 mains, les yeux gonflés et rouges. Pendant 23 ans j'étais allée vers eux, chez eux, à leur dîner, leur faites selon leurs termes. J'avais conduit jusqu'à Versailles et m'étais assise à la petite table et avait souri malgré les commentaires conçus pour me réduire. J'avais sonné à leur porte comme une invitée dans ma propre famille. Maintenant ils étaient à la mienne. Je n'ai pas bougé. Tout de suite je suis restée devant l'interphone et je me suis laissé regarder, vraiment regarder l'image sur cet écran. Béatrice Valois, qui n'avait jamais rendu visite à mon appartement en 7 ans, se tenait sur mon perron avec du mascara sur le visage et de la panique dans sa posture. Il y avait quelque chose dans cette
Image que je devais absorber avant d'ouvrir la porte. Je suis allée au tiroir de mon bureau et j'ai sorti le dossier, les copies de l'accord de patrimoine et de l'amendement, la confirmation de transfert de Rebecca Stone et un document de plus, quelque chose dont je n'avais encore parlé à personne. Quelque chose que je portais depuis ma rencontre avec Lefebvre. Je l'ai glissé au dos du dossier. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du hall. Pull en cachemire, cheveux lâchés, pas de maquillage, propre, simple. Moi, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone monté. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je l'ai ouverte avant qu'il n'atteigne le palier. Béatrice fut la première à monter les escaliers, ses talons claquant sur le vieux bois, cherchant déjà son souffle pour ce qu'elle avait dû répéter dans la voiture. Elle a franchi mon seuil et a commencé. Comment oses-tu? J'ai levé une main, pas de manière dramatique, juste assez. Tu es à ma porte. Béatrice baisse la voix, ou par elle s'est arrêtée au milieu d'un mot, au milieu d'une respiration. C'était, je pense, la première fois en 23 ans que quelqu'un disait non à Béatrice Valois sur un pas de porte. Elle m'a regardé comme si j'avais parler une langue qu'elle ne savait pas que je comprenais. Je me suis écartée, entrée. Mais c'est moi qui parlerai ce soir. Ils se sont assis dans mon salon de la façon dont les gens s'assoient dans un cabinet médical quand les nouvelles sont déjà mauvaises. Bertrand a pris le fauteuil près de la fenêtre. Celui que j'avais retapissé en lin olive au printemps dernier. Il semblait rétréci à l'intérieur de son smoking, un homme bâti pour les salles de conférence, maintenant comprimé dans un appartement du Marais qui sentait la camomille et les vieux livres. Béatrice est restée debout. Elle a refusé de s'asseoir. Être debout était une forme de contrôle et elle n'était pas prête à y renoncer. Chloé s'est perchée sur le bord du canapé, bras croisés, téléphone serré dans une main, ne regardant personne. Béatrice a tiré la première. Tu as volé cette famille, cet argent appartient à ton père. J'ai ouvert le dossier sur ma table basse. Je ne me suis pas précipitée, je n'ai pas élevé la voix. J'avais passé ma carrière à découvrir les structures originales des bâtiments, à trouver les murs porteurs sous des décennies de mauvaises rénovations, et c'est exactement ce que j'allais faire maintenant. Cet argent, ai-je dit, 17 millions d'euros, n'a jamais appartenu à mon père. J'ai fait glisser l'accord de patrimoine sur la table, 40 pages reliées de cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue. Il appartenait à ma mère Hélène de Saint-Gilles-Valois, ta prédécesseur. La pièce s'est contractée. Les yeux de Béatrice se sont fixés sur le document comme s'il s'agissait d'une arme pointée sur sa poitrine. L'acte de fiducie de 2004, ai-je continué, rédigé par Maître Lefebvre, exécuté par ma mère avant que son diagnostic ne progresse. Il désigne 17 millions d'euros, son héritage familial de la succession de Saint-Gilles comme fonds séparés au sein du patrimoine valois, légalement distinct, cloisonné. À moi, la voix de Béatrice est sortie. Mince, c'est un faux. Bertrand, dit-lui. Elle s'est tournée vers mon père. Bertrand fixait le document sur la table. Il n'a pas levé les yeux, il n'a pas nié. Le silence dans la pièce était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Tu savais, ai-je dit, ce n'était pas une question, n'est-ce pas, papa? La gorge de mon père a bougé, ses mains agrippaient les accoudoirs du fauteuil. Quand il a parlé, sa voix avait la qualité craquelée de quelque chose qui était resté scellé pendant très longtemps. Ta mère, elle a tout mis en place avant de tomber malade. J'aurais dû te le dire. Béatrice s'est tournée vers Bertrand comme si elle avait été frappée. Tu savais. Il n'a rien dit, mais son silence était sa propre confession. 23 ans de silence enfin audible. J'ai placé le deuxième document sur la table, amendement de 2006 signé par ma mère 6 mois avant sa mort. Il me nomme Camille Hélène Valois comme unique bénéficiaire des fonds séparés prenant effet à mon 30e anniversaire. Aucune co-signature, aucune approbation du syndic. J'ai 34 ans, j'ai exercé mon droit légal. Ce soir je me suis rassise. Les documents gisaient entre nous sur la table basse, entre ma tasse de camomille et les mains tremblantes de Béatrice. Je n'ai rien volé, Béatrice, j'ai réclamé ce qui a toujours été à moi. Les documents sont ici, tu es libre de les lire. Béatrice a lu rapidement. J'ai regardé ses yeux parcourir les pages, tournant, cherchant la faille, l'échappatoire, l'erreur. Elle n'en a pas trouvé. Ma mère avait été méticuleuse, Lefebvre avait été méticuleux. 23 ans d'architecture juridique construite pour tenir. Quand Béatrice a levé les yeux, elle avait changé de tactique. La fureur avait disparu, remplacée par quelque chose que j'avais vu 100 fois, le tremblement du menton, les yeux qui s'écarquillent soigneusement, la main tremblante pressée contre sa clavicule. Le mode victime, sa performance la plus pratiquée. Bertrand a-t-elle soufflé en se tournant vers mon père. Elle est en train de déchirer cette famille. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, pour elle, je l'ai coupée, pas avec le volume, avec l'information, en parlant de ce que tu as fait. Béatrice, je suis au courant. Pour le projet d'amendement que tu as fait rédiger, la performance s'est effondrée. Ce fut instantané, comme regarder un masque se fendre au centre. Sa main est retombée de sa clavicule, sa bouche s'est ouverte puis refermée. La pièce est devenue un vide silencieux. Il y a 3 semaines, ai-je dit, j'étais à la maison, j'ai vu le dossier sur ton bureau, un projet d'amendement d'un cabinet d'avocats conçu pour me retirer en tant que bénéficiaire des fonds séparés et les transférer à Chloé. La tête de Chloé s'est redressée. Quoi? J'ai également confirmé avec le cabinet fiduciaire que tu les as appelés à plusieurs reprises demandant l'accès aux
Disposition du patrimoine de ma mère, des détails que Rebecca Stone a correctement refusé de te communiquer parce que tu n'as aucune base légale pour les recevoir. Béatrice a abandonné les larmes, ce qui les a remplacées était quelque chose de brut, une colère véritable dépouillée de toute la soie. Alors cet argent dormait là depuis 20 ans sans rien faire. Chloé le mérite plus que toi, au moins elle contribue à cette famille. Maman, arrête. La voix de Chloé était petite mais tranchante, une fissure dans un mur que je n'avais pas prévu. Béatrice ne l'a pas entendu ou a choisi de ne pas l'entendre. J'ai regardé ma sœur, ma demi-sœur, l'enfant chérie, celle à qui on avait tout donné, ce qu'on m'avait refusé, et j'ai vu sous le collier Tiffany et le maquillage taché de larmes une femme de 26 ans debout dans les décombres de la seule histoire qu'on lui ait jamais racontée sur sa famille. Je crois que tu n'étais pas au courant pour le patrimoine, Chloé, pour l'amendement ou tout le reste, mais tu savais ce que ça faisait de regarder ta sœur être effacée des photos de famille, tu savais ce que ça signifiait quand je m'asseyais à la petite table à chaque Noël, tu savais et tu n'as rien dit. Elle a fermé les yeux, a hoché la tête. Une fois mon père a fait un pas vers moi. Camille, je suis désolée, j'ai laissé les mots se poser, je ne me suis pas précipitée pour le réconforter, je n'ai pas dit ce n'est rien parce que ce n'était pas rien, cela ne l'avait pas été depuis 23 ans et prétendre le contraire serait une forme de silence de plus. Je sais que tu le es, papa, mais désolé, ne suffit plus maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Il attendait, j'ai exposé les choses clairement, simplement de la façon dont ma mère l'aurait fait. 4 conditions. Premièrement, les 17 millions restent dans ma fondation, ce n'est pas négociable. Deuxièmement, le projet d'amendement de Béatrice est détruit complètement, confirmation notariée qu'il a été annulé. Troisièmement, tu engages ton propre avocat, pas celui de Béatrice, le tien, quelqu'un qui t'expliquera ta situation financière réelle sans que personne ne modifie les chiffres. Quatrièmement, je suis prête à reconstruire une relation avec toi, mais ce sera sur un pied d'égalité avec des limites claires et cela ne passera pas par Béatrice. J'ai marqué une pause, ce ne sont pas des punitions, papa, ce sont les conditions minimale pour que je puisse te faire confiance. À nouveau, Bertrand a regardé les documents sur la table, le tirage de l'email, la boîte de la boussole qu'il n'avait pas encore vue, celle que j'avais laissée derrière moi à la fête, puis il m'a regardé. D'accord, a-t-il dit doucement, sans négociation. Béatrice a saisi son sac. Ce n'est pas fini, Camille, j'ai croisé son regard. Pour moi ça l'est, ce qui se passera ensuite est entre toi et tes choix. Elle est partie, ses talons claquant dans mon escalier, la porte d'entrée s'est refermée assez fort pour faire vibrer les vitres. Chloé s'est attardée un moment de plus, elle semblait vouloir dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Finalement elle a chuchoté, je suis désolée, Camille, et a suivi sa mère. Mon père est resté, il s'est rassis dans le fauteuil olive et a fixé ses mains et aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. Le radiateur ronronnait, l'immeuble craquait, la photo de ma mère nous observait depuis le mur. Les retombées sont arrivées par vagues au cours des 72 heures suivantes, chacune plus précise que la précédente. Lundi matin 9 h, l'appel de Marge est arrivé, une lettre de la banque envoyée par coursier au bureau de Bertrand à Versailles, en tête en gras, tampon rouge urgent, le genre de document qui vous glace les mains avant de finir le premier paragraphe. Le patrimoine familial Valois était de 13 millions d'euros, en dessous du seuil de garantie requis. Bertrand avait 60 jours pour soi injecter des capitaux supplémentaires, soit liquider des actifs de propriété commerciale. Un complexe de bureaux à Boulogne-Billancourt et un centre commercial à Saint-Germain-en-Laye devraient être vendus. Bertrand a engagé son propre avocat le même après-midi, une femme nommée Patricia Holdin, cabinet de taille moyenne à Paris, recommandé par un collègue que Béatrice n'avait jamais rencontré. Patricia a extrait les dossiers financiers complets du patrimoine, quelque chose que personne n'avait fait de manière indépendante depuis plus d'une décennie. Ce qu'elle a trouvé fut la deuxième détonation. Au cours des 15 dernières années, Béatrice avait autorisé environ 2 300 000 euros de retrait sur le compte d'exploitation du patrimoine catégorisé dans les dossiers comme dépenses familiales. L'audit de Patricia a révélé qu'il s'agissait de tout sauf de cela. Shopping personnel, voyage en première classe, retraite en spa, frais de style de vie de Chloé, un acompte pour une propriété de vacances dans le Luberon qui était titré uniquement au nom de Béatrice. Rien de tout cela n'avait été approuvé par le fiduciaire en titre, rien de tout cela n'avait été divulgué à Bertrand. Tout cela constituait une violation du devoir fiduciaire. Béatrice a eu un choix: rembourser les 2 300 000 euros selon un plan structuré ou faire face à une responsabilité civile et une potentielle révocation en tant que co-syndic. L'adhésion au club de golf est restée gelée, les assurances ont expiré, les cartes de crédit de Chloé sont restées muettes et 2 jours après l'appel de Marge, Chloé Valois a discrètement désactivé son compte Instagram. Aucune annonce, aucun message d'adieu, juste une story indiquant je prends du temps hors ligne. C'était la première chose honnête qu'elle publiait depuis des années. Une semaine après la fête, mon père a appelé, pas par Béatrice, pas par une secrétaire ou un intermédiaire, il a pris le téléphone lui-même et a composé mon numéro et a demandé si je voulais prendre un café avec lui. Nous nous sommes retrouvés au bistrot
Du 16e celui avec les nappes blanches et les casseroles en cuivre celui que ma mère avait tant aimé il était déjà assis quand je suis arrivée il semblait plus vieux pas de la manière graduelle dont le vieillissement fonctionne habituellement mais de la manière soudaine comme si une décennie lui était tombé dessus en 7 jours son col de chemise était lâche ses yeux étaient cernés il ne s'était pas bien rasé sur la table devant lui se trouvait la boîte en velours je l'ai ouverte a-t-il dit la boussole en laiton reposait dans sa paume j'avais passé des semaines à la restaurer nettoyant la patine réparant la charnière polissant le boîtier jusqu'à ce que les initiales gravées soient lisibles HS Hélène de Saint-Gilles ma mère la lui avait offerte lors de leur 2e année de rencontre quand il lui avait dit qu'il voulait construire des choses et qu'elle lui avait dit qu'il devait savoir dans quelle direction il regardait d'abord mon père a tourné la boussole entre ses mains l'aiguille fonctionnait toujours tremblant se stabilisant indiquant le vrai nord elle était ma boussole a-t-il dit ta mère et j'ai laissé quelqu'un d'autre tenir la barre il pleurait doucement de la façon dont les hommes de sa génération pleurent mâchoire serrée yeux débordant sans aucun son je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles il y a 23 ans je n'ai pas dit ce n'est rien parce que ça ne l'était pas encore peut-être pas avant longtemps mais j'ai dit je suis contente que tu soit là papa c'est un début nous avons commandé du café puis sans l'avoir prévu nous avons tous les deux commandé le croque-madame la commande habituelle de ma mère chaque dimanche à la même table aucun de nous ne l'a mentionné nous n'en avions pas besoin 2 semaines après la fête Béatrice est venue à ma porte seule pas de mascara cette fois pas de robe en soie elle portait un manteau en cachemire gris sur une simple robe noire et son visage était nu pas de fond de teint pas de correcteur soigneux juste la carte brute d'une femme de 58 ans qui n'avait pas dormi le bracelet. L'offre de quartier avait disparu de son poignet j'ai appris plus tard qu'elle l'avait vendu pour commencer à rembourser les 2 300 000 € elle n'a pas sonné à l'interphone elle a dû suivre quelqu'un par la porte d'entrée j'ai ouvert la porte de mon appartement et je l'ai trouvée sur mon palier les bras le long du corps paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue tu as ruiné tout ce que j'ai construit a-t-elle dit ce n'était pas en colère ce n'était pas joué c'était la chose la plus plate et la plus honnête que Béatrice Valois m'ait jamais dite je me suis appuyée contre le cadre de ma porte tu as construit sur les fondations de quelqu'un d'autre Béatrice l'argent de ma mère le mari de ma mère même la fille de ma mère tu as essayé de m'effacer pour garder la scène pour toi seule elle a tressailli pas le tressaillement théâtral le vrai celui qui se produit dans les muscles autour des yeux avant que le cerveau ne puisse l'éditer et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas j'étais terrifiée Camille chaque jour pendant 23 ans j'avais peur qu'un jour tu surgisses et que tu reprennes tout sa voix s'est brisée et tu l'as fait geler. Regardez je comprenais la peur je la comprenais comme on comprend la pourriture à l'intérieur d'un mur qu'on a ouvert cela n'excuse pas les dégâts mais on voit où ils ont commencé je n'ai rien pris qui t'appartenait ai-je dit j'ai pris ce qui était à moi la différence c'est que tu n'as jamais compris qu'il y avait une différence elle a soutenu mon regard pendant un long moment aucune excuse n'est venue je n'en attendais pas Béatrice Valois était beaucoup de choses mais elle n'était pas une femme qui s'excusait pas à moi pas à quiconque elle avait placé en dessous d'elle dans l'architecture de sa vie elle s'est retournée et a descendu les escaliers j'ai écouté ses pas plus lents que je ne les avais jamais entendus pas de cliquetis de talons de créateur cette fois juste le bruit sourd de chaussures plates sur le vieux bois j'ai fermé la porte j'ai appuyé mon front contre elle j'ai respiré 3 mois plus tard j'étais à nouveau sur une scène mais cette fois personne n'a demandé à la sécurité de m'expulser la Fondation pour le patrimoine historique tenait son gala annuel à Paris un événement de prestige dans un salon de l'hôtel de ville restauré ferronnerie plafond voûté et ce genre de savoir-faire qui fait croire que les gens construisaient autrefois des choses pour durer j'étais là en tant qu'invité d'honneur invité à présenter le projet inaugural de la Fondation Hélène de Saint-Gilles une organisation à but non lucratif que j'avais créée en utilisant une partie des fonds du patrimoine pour restaurer des bâtiments historiques en péril dans des quartiers délaissés mon premier projet un centre communautaire dans un quartier anciennement ouvrier de Lille construit en 1912 abandonné en 1987 condamné en 2014 nous le ramenions à la vie mur porteur carrelage d'origine toute l'ossature sauvée je portais une robe vert émeraude ce soir-là simple bien coupé les boucles d'oreilles en perles de ma mère derrière moi sur l'écran en lettres de 2 mètres de haut la Fondation Hélène de Saint-Gilles préserver l'essentiel mon père était dans l'assistance au premier rang il était venu de Versailles seul pas de Béatrice à ses côtés pas d'entourage juste Bertrand Valois dans un costume bleu marine assis bien droit regardant sa fille parler j'ai parlé de bâtiments de ceux devant lesquels tout le monde passe sans les voir de ceux qui sont condamnés parce qu'il est plus facile de démolir quelque chose que de faire le travail dur lent et ingrat de découvrir ce qui est encore bon en dessous j'ai parlé de ma mère une architecte que je n'ai jamais connue en tant que telle qui a construit des choses qui ont tenu pendant des décennies parce qu'elle comprenait que tout ce qui est beau commence par la structure quand j'ai fini la salle s'est levé mon père s'est levé le premier ensuite il m'a trouvé près du vestiaire il tenait quelque chose un paquet plat et rectangulaire enveloppé de
Papier craft, je l'ai ouvert et je suis resté immobile. C'était le rendu architectural que je lui avais offert à la fête de retraite, le plan original de son premier bâtiment, celui que j'avais restauré aux archives. Il l'avait fait encadrer dans du noyer sombre vert de qualité, musée Passepartout 2. Conservation la totale. Il a été sur mon mur depuis le jour où tu me l'as donné, a-t-il dit. Je ne l'ai juste jamais dit à Béatrice. J'ai serré le cadre contre ma poitrine et j'ai regardé mon père, cet homme imparfait, effrayé, qui essayait, et je n'ai pas dit ce n'est rien. J'ai dit merci papa, cela signifie plus que tu ne le penses. Nous sommes sortis ensemble dans la nuit fraîche de Paris. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste, pas d'adresse d'expédition sur le devant, mais j'ai reconnu le papier à lettres clouées, 3 pages recto verso d'une écriture soignée, des excuses, pas du genre performatif, pas du genre qui s'explique et s'excuse, mais du genre brut, hésitant et honnête, qu'une femme de 26 ans écrit quand elle voit sa vie clairement pour la première fois. Je n'ai pas encore répondu, mais la lettre est posée sur mon bureau, à côté de la lettre de ma mère, à côté de la boîte de la boussole. Certaines choses prennent du temps, certains bâtiments ne peuvent pas être restaurés en une saison, mais la fondation, la vraie, celle sous tout le reste, est saine. Alors c'est mon histoire. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort, je n'ai pas gagné parce que j'avais plus d'argent ou plus de pouvoir ou plus de cruauté que les gens qui ont essayé de m'effacer. J'ai gagné parce qu'il y a 23 ans, alors qu'elle mourait, ma mère s'est assise avec un notaire et un stylo et une pile de papier juridique et a construit quelque chose qui tiendrait. Elle ne l'a pas fait avec drame, elle ne l'a pas fait avec colère, elle l'a fait avec structure, de la même façon qu'elle construisait tout. J'avais l'habitude de penser que la force signifiait endurer, être présente à chaque dîner, s'asseoir à la petite table, rentrer chez soi en silence, avaler tout ce qui était servi. Appeler cela une famille. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez silencieuse, assez sage, quelqu'un finirait par me voir. Personne n'allait me voir, pas parce que j'étais invisible, mais parce que les gens autour de moi avaient décidé que mon invisibilité était pratique, et la seule personne qui pouvait changer cela était celle qui se tenait dans le miroir. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez quelque chose, les chuchotements, l'exclusion, la façon dont votre nom est mal orthographié exprès, la façon dont vos accomplissements sont accueillis par le silence tandis que ceux de quelqu'un d'autres reçoivent une ovation debout. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas la personne difficile et vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Ma mère m'a laissé une lettre, elle disait trouvez-le, et ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un notaire ou un document de patrimoine ou 17 millions d'euros. J'ai trouvé la chose qu'elle avait vraiment protégée tout au long, mon droit de prendre de la place. Merci maman pour la lettre, pour Maître Lefebvre, pour les perles, pour m'avoir appris que certains bâtiments valent la peine d'être sauvés, y compris celui dans lequel j'habite. Cette histoire nous rappelle avec force que le silence n'est pas toujours une faiblesse, mais peut-être une période de préparation stratégique. Camille a su transformer des années de rejet en une fondation solide pour son propre avenir, prouvant que la justice finit par rattraper ceux qui construisent leur bonheur sur la douleur des autres. En France, l'importance de l'héritage ne se limite pas aux biens matériels, mais concerne aussi la transmission des valeurs et la protection du nom. Cette femme a su honorer la mémoire de sa mère de la plus belle des manières, en utilisant la loi et la structure pour restaurer non seulement des bâtiments, mais aussi sa propre dignité. C'est une leçon de résilience qui nous montre que même lorsque l'on essaie de nous effacer, notre valeur reste intacte pour ceux qui savent regarder. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Camille ? Auriez-vous agi plus tôt ou auriez-vous aussi attendu le moment parfait pour reprendre ce qui vous revient de droit ? Partagez vos réflexions en commentaire.